Je l'ai dit aux Ukrainiens, voulez-vous vraiment être l'Afghanistan de l'Europe? Et je dirais aux Taïwanais, voulez-vous vraiment être les Ukrainiens de l'Asie de l'Est? La réponse est absolument non. Soyez prudents. Soyez prudents. Les États-Unis ne peuvent pas vous sauver. En fait, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est vous faire détruire parce que Taïwan sera en sécurité si les États-Unis cessent leurs provocations. C'est l'ironie de toute la situation. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui, j'anime un panel pour discuter de la guerre civile chinoise inachevée ou du conflit transdétroit, comme on l'appelle maintenant. Je fais référence bien sûr aux différends non résolus entre la Chine continentale, gouvernée par la République populaire de Chine, la RPC depuis Pékin, et les îles taïwanaises gouvernées par la République de Chine, la ROFIC, depuis Taipei. Pour en discuter, j'ai avec moi deux grands experts, l'un de Taipei et l'autre basé aux États-Unis. Le premier est le Dr Joanna Lei, une universitaire, femme d'affaires, cadre dans les médias américains et ancienne sénatrice au Parlement de la République de Chine. L'autre est le très célèbre et toujours brillant Dr Jeffrey Sachs, professeur d'économie à l'Université de Columbia, avec des décennies d'expérience dans la politique étrangère américaine. Bienvenue à vous deux. Merci beaucoup. C'est formidable d'être avec vous deux. Dr Lei, commençons peut-être par vous. Vous étiez législateur à Taïwan. Vous êtes actuellement à Taipei. Et vous êtes également un critique de l'ingérence américaine dans les affaires internes chinoises, ou plus particulièrement dans les affaires taïwanaises. Pourriez-vous peut-être exposer ce que vous considérez comme l'un des principaux problèmes qui alimentent actuellement le conflit entre Pékin et Taipei? Merci. Je suis honorée devant Jeffrey Sachs, donc je vais essayer d'être succincte. J'aimerais faire 3 points. Premièrement, Pascal, vous aviez tout à fait raison de dire que la nature de la relation entre les deux rives du détroit est une guerre civile, une guerre inachevée, une affaire inachevée. Et cela devrait être déterminé par les peuples et les gouvernements de part et d'autre du détroit de Taïwan. Mais nous avons vu qu'il y a beaucoup d'idées sur Taïwan étant un pays, entre guillemets, indépendant et méritant d'être indépendant en dehors du contrôle de la RPC. Cependant, mon point de vue est qu'il n'y a pas de différence entre la situation de part et d'autre du détroit de Taïwan et la situation entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest avant leur éventuelle unification dans les années 1990. Et puis, la deuxième chose est que les États-Unis ont joué un rôle dans les affaires de la Chine en termes de Taïwan, pas récemment. Cela remonte à 1832 lorsque les forces maritimes américaines étaient dans le Pacifique occidental. En fait, les États-Unis ont essayé d'utiliser Taïwan comme tremplin ou tête de pont pour contrôler les provinces du sud-est de la Chine et les voies navigables. De 1850 à 1870, il y a eu différentes propositions. Donc aujourd'hui, la situation à Taïwan, en termes de situation géopolitique, est exactement comme elle l'était dans les années 1830 ou 1850. C'est-à-dire que Taïwan est un pion très facile pour les États-Unis pour s'assurer que leur conflit ou confrontation potentielle avec la Chine dispose d'un tremplin ou d'une tête de pont. Et par conséquent, nous sommes désignés comme un point de tension potentiel. Cependant, il n'y a aucune véritable promesse de soutien des États-Unis à la sécurité de Taïwan. Donc, tout ce que le DPP actuel dit au peuple, que les États-Unis nous soutiendront, nous défendront, est manifestement incorrect car il n'y a pas de traité de défense commun. Il n'y a pas de MAAG, qui est le groupe consultatif d'assistance militaire, qui était à Taïwan jusqu'en 1979 lorsque les liens diplomatiques ont été rompus.
Donc, en termes d'avenir, en termes d'implication continue des États-Unis à Taïwan, je pense qu'il y a deux choses. C'est mon troisième point. La promesse de Biden de défendre Taïwan a un prix que Taïwan ne peut tout simplement pas se permettre. Il n'y a pas d'assistance militaire américaine, il n'y a pas d'opérabilité conjointe entre les deux forces. En fait, ils ont retardé la livraison de tout armement à Taïwan, même ceux que nous avons payés. Il n'y a pas de profondeur stratégique à Taïwan. En cas de situation militaire conflictuelle, il n'y a pas de profondeur stratégique. Et nous avons une résilience globale très faible. Donc Taïwan ne peut pas se permettre d'entrer en guerre, ce qui est maintenant présenté comme une éventualité ou une possibilité par de nombreux universitaires ou commentateurs américains. Je pense que c'est extrêmement terrible. Le dernier point que je voudrais souligner est que Biden a propulsé Taïwan comme un modèle de démocratie, un partenaire précieux dans le Pacifique occidental. Cependant, le DPP n'est pas ce qu'ils ont vanté. Au cours du second mandat de Tsai Ing-wen, le DPP dispose d'une supermajorité au Congrès. Ainsi, ils ont adopté une série de lois ciblées de proscription qui leur permettent premièrement de révoquer les licences des chaînes d'information et donc de freiner la liberté d'expression. Ils ont également annulé l'enregistrement de plus de 100 partis politiques et de plus de 40 associations politiques auprès du département des Affaires intérieures. Troisièmement, ils ont incarcéré des dissidents politiques et des dirigeants de partis politiques. Même aujourd'hui, ils ont incarcéré, avant qu'il ne soit déclaré coupable, le numéro 3 du parti d'opposition, Kei Wen-jae, avant même qu'il ne soit jugé. Et le dernier point est qu'ils ont confisqué les actifs du parti KMT, ainsi que jugé que de nombreux affiliés du KMT avaient une relation spéciale avec le KMT et ont également confisqué leurs actifs. Vous pouvez donc voir que le modèle de partenaire valorisé par le DPP, que l'administration Biden a utilisé comme raison pour défendre Taïwan, n'est qu'une façade ou un cinéma. C'est une très belle façade. Mais si vous y pénétrez, vous pouvez comprendre pourquoi nous avons tant de cris silencieux à Taïwan. Notre branche législative n'a pas de véritable pouvoir pour contrôler et équilibrer l'abus de pouvoir par la branche exécutive ou par le président. Pour tout le monde, le DPP est le parti actuellement au pouvoir qui a maintenant un troisième mandat sous un nouveau président. Le KMT est le parti nationaliste, le plus grand parti d'opposition. Jeffrey, nous parlions juste avant de la façon dont Taïwan ressemble beaucoup à une petite Ukraine dans la région du Pacifique. Quelque chose qui est découpé comme une ancienne guerre par procuration. Partagez-vous cette crainte? Et quelles sont vos opinions sur le développement des discours qui viennent de Washington en ce moment? Merci beaucoup. Je suis d'accord avec tout ce que Dr. Lay vient de dire. Fondamentalement, les États-Unis utilisent Taïwan de la même manière qu'ils ont utilisé l'Ukraine. Et j'ai dit aux Ukrainiens il y a plusieurs années, ne laissez pas les États-Unis vous utiliser. Vous finirez détruits. Et je dis la même chose à mes nombreux amis à Taïwan, ne laissez pas les États-Unis vous utiliser. Le gouvernement des États-Unis, l'État sécuritaire tout d'abord, ne se soucie pas de Taïwan. Je suis désolé de le dire. Il se soucie de sa compétition avec la Chine continentale, et Taïwan est un pion dans un jeu. Deuxièmement, j'utilise le terme « jeu » parce que les personnes qui dirigent les États-Unis, à mon avis, sont des maniaques. Ils sont irresponsables. Ils pensent que c'est un jeu. Ils jouent à un jeu qui est au sommet, qui est numéro 1, qui a de la crédibilité, qui peut utiliser la force de réputation, qui peut déployer quels instruments. Mais ceux qui souffrent sont les gens sur le terrain. Les Ukrainiens ont peut-être perdu 600 000 ou 700 000 morts et des centaines de milliers de blessés.
et ils perdent sur le champ de bataille à cause du jeu que les États-Unis ont commencé à jouer il y a 30 ans. Maintenant, c'était littéralement un jeu, je dirais. Parce que quand il s'agit de l'Ukraine, Zbigniew Brzezinski, en 1997, un joueur de l'art de gouverner, a écrit un livre intitulé Le Grand Échiquier, et il a simulé ce que cela signifierait pour les États-Unis d'étendre l'OTAN à l'Ukraine malgré l'opposition de la Russie. Et il est parvenu à la conclusion en 1987 que la Russie ne pouvait pas résister. Elle n'avait pas d'autre option. Elle devrait céder. C'était une erreur. En d'autres termes, c'était un mauvais coup. Si c'était une partie d'échecs, d'accord, il aurait perdu la partie d'échecs. Mais ce qu'il a mis en mouvement, lui et ses collègues, n'était pas un jeu, mais une catastrophe réelle. Les États-Unis provoqueraient. Les États-Unis déplaceraient leur armée vers l'Est. Les États-Unis ignoreraient toutes les lignes rouges de la Russie. Mais tout irait bien, disait Brzezinski, car la Russie n'aurait pas d'alternative. L'une des choses qu'il a réellement écrites en 1987 est que la Russie ne finirait jamais par s'allier avec la Chine, par exemple. D'accord, il a fait de nombreuses erreurs, comme le font les joueurs d'échecs. Ce qui en a résulté était une catastrophe. Maintenant, les États-Unis font la même chose avec Taïwan. Les États-Unis ont une grande stratégie, si on peut l'appeler ainsi, bien qu'il n'y ait rien de grand ni de sage à ce sujet, donc je ne la considère pas comme très stratégique. Mais la grande stratégie des États-Unis est d'être numéro 1. Et c'est d'être numéro 1 dans toutes les parties du monde, y compris en Asie. Je veux dire, comment la Chine ose-t-elle se considérer comme numéro 1 en Asie? Les États-Unis sont numéro 1 en Asie, de l'autre côté du Pacifique. Tout cela est une absurdité. Mais la grande stratégie des États-Unis est donc de contenir la Chine, de limiter la Chine, de mettre un bâton dans les roues de l'économie chinoise pour que la Chine trébuche ou tombe en crise. Et c'est dans ce contexte que Taïwan joue un rôle dans le jeu des États-Unis. Ennuyer la Chine, harceler la Chine, affaiblir la Chine, effrayer la Chine, détourner la Chine. Et d'un point de vue purement militaire, selon un concept qui remonte à l'un de nos secrétaires d'État les plus redoutables de notre histoire, John Foster Dulles, si Taïwan est contrôlé, alors la première chaîne d'îles est contrôlée, et la Chine ne peut pas projeter sa puissance dans le Pacifique. Il y a donc un élément stratégique à cela, nous devons contrôler Taïwan. Il y a cependant un problème. Taïwan n'est pas l'Amérique. Taïwan n'est pas un pays indépendant. Taïwan, selon à la fois la RPC et la ROC, fait partie d'une seule Chine. Et les États-Unis provoquent absolument. Ils s'ingèrent, ils envoient unilatéralement des armes pour des milliards de dollars maintenant à Taïwan, comme si la RPC disait « Eh bien, nous allons envoyer des armes au Mexique. » Parce que nous, pas au Mexique, au Texas, je voulais dire. Parce que nous n'aimons pas la situation entre le Texas et le reste des États-Unis. C'est ahurissant. Les États-Unis ne devraient pas envoyer des milliards de dollars d'armes à une partie d'un pays avec lequel ils n'ont même pas de relations diplomatiques. Parce qu'en 1969, les États-Unis ont déclaré qu'il n'y avait qu'une seule Chine. C'est notre politique. Et il n'y a qu'un seul gouvernement qui représente la Chine dans nos relations, et c'est la République populaire de Chine. Tout cela pour dire que les États-Unis jouent un jeu. C'est un jeu terriblement dangereux et mal avisé. J'espère que les gens à Taïwan comprennent. Mon Dieu, je l'ai dit aux Ukrainiens, voulez-vous vraiment être l'Afghanistan de l'Europe? Et je dirais aux Taïwanais, voulez-vous vraiment être les Ukrainiens de l'Asie de l'Est? La réponse est absolument non. Faites attention. Faites attention. Les États-Unis ne peuvent pas vous sauver. En fait, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est vous faire détruire parce que Taïwan sera en sécurité si les États-Unis cessent leurs provocations. C'est l'ironie de toute la situation. L'Ukraine n'a jamais dû être détruite comme elle l'est,
Et Taïwan peut rester en sécurité parce que des personnes matures et adultes de part et d'autre du détroit ont atteint un consensus dans le passé et peuvent atteindre un consensus à l'avenir sur la paix entre les deux côtés. Ce sont deux endroits très matures. Ce sont deux endroits avec une histoire et une culture partagées, et les deux ont besoin et veulent la paix. Et si les États-Unis ne s'en mêlent pas, la paix prévaudra effectivement de part et d'autre du détroit. Et permettez-moi de vous poser cette question, Joanna. Le fait est que la Chine est le plus grand partenaire commercial de Taïwan. Le fait est que le gouvernement taïwanais s'appelle la République de Chine, parce qu'il se reconnaît comme une Chine, n'est-ce pas? Nous avons en fait deux gouvernements chinois, n'est-ce pas? Nous avons un désaccord sur qui est le gouvernement légitime. Vous avez un désaccord sur la manière de progresser. Mais comment voyez-vous les forces à l'intérieur du corps politique taïwanais, du corps politique de la RCIG, interagir avec la Chine et les États-Unis? Parce que nous savons qu'une majorité de citoyens taïwanais sont en fait pour le statu quo. Ils ne veulent pas l'indépendance, ils ne veulent pas la réunification, ils veulent le statu quo. Quelles sont vos pensées? Permettez-moi de définir ce qu'est le statu quo. J'ai 66 ans. La dernière fois qu'il y a eu des bombes tombant sur Kinmen, c'était il y a 66 ans. Donc je me souviens, Pascal, que vous avez dit une fois que nous sommes de jure en guerre, mais de facto en paix. Et c'est le statu quo de Taïwan. Nous avons réussi, même juste après la dernière guerre à Kinmen, à nous éviter mutuellement et à maintenir un statu quo qui est une paix relative. De plus, en 2005, j'ai fait partie de l'envoyé avec M. Lien Chan pour visiter Pékin avec Hu Jintao. Après la première fois que les dirigeants du KMT et du Parti communiste en Chine se sont serrés la main, nous avons en fait eu 8 ans de paix relative, avec des gens discutant de questions pratiques et les résolvant en signant des accords lors de 22 réunions gouvernement à gouvernement, aboutissant à environ 32 accords différents. Nous étions donc tout à fait capables de résoudre nos problèmes avec les dirigeants de l'autre côté du détroit de Taïwan, comme le disait Jeffrey. Mais le tournant a vraiment été les deux derniers dirigeants du DPP, à commencer par Tsai Ing-wen en 2016 jusqu'à Lai Ching-te en 2024. Ils ont, je pense, avec l'encouragement des États-Unis, poussé un agenda séparatiste extrémiste qui est l'indépendance de Taïwan. Et lorsqu'ils poussent cet agenda, qui veut séparer Taïwan du concept global de la Chine, alors la RPC a tracé une ligne rouge après l'autre, des lignes rouges extrêmement claires avec leurs lois internes, telles que la loi anti-sécession, etc. Et ils ont effectivement énoncé 3 conditions sous lesquelles il y aura une confrontation militaire. La première est s'il n'y a aucun espoir d'une éventuelle unification. Deuxièmement, il y a une implication internationale, ce que Jeffrey dirait, une implication internationale dans la situation de Taïwan. À mon avis, par exemple, si les États-Unis envoyaient beaucoup d'armements militaires ou de militaires ou un autre groupe de conseillers militaires à Taïwan, cela constituerait la deuxième condition. Et la troisième est s'il n'y a aucune possibilité et s'il y a une forte poussée pour l'indépendance de Taïwan. Donc les 3 sont des signes d'avertissement forts énoncés pour les gens à Taïwan. Si nous examinons vraiment le statu quo, lors de la dernière élection, le DPP a remporté 40% des 70% des personnes qui ont voté. Donc, en utilisant le chiffre le plus large, 28% des personnes à Taïwan ont soutenu le DPP, qui est Lai Ching-te. Un nombre encore plus faible a soutenu sa position séparatiste extrême. Donc moins de 28%, je pense que ceux qui soutiennent sa position extrémiste sont moins de 10%. Malheureusement, notre système, notre structure,
ne nous donne pas la capacité de contrôler et d'équilibrer le pouvoir exécutif. Nous avons 5 branches de gouvernement. Si quelqu'un remporte la présidence, il contrôlera le pouvoir exécutif. Il contrôle ce qui est une sorte de pouvoir judiciaire, quasi légal, la branche judiciaire, car ils ont le droit de nomination de tous les juges de la Cour suprême et aussi la capacité d'utiliser leur pouvoir pour sélectionner et utiliser des bureaucrates. C'est donc le 4e yuan. Mais la seule branche qui est la branche législative n'a pas la capacité de contrôler, d'équilibrer les 4 autres branches. Notre yuan législatif n'a pas le véritable pouvoir des cordons de la bourse. Nous approuvons le budget, mais nous ne pouvons pas donner l'autorisation d'utiliser l'argent. Nous n'avons pas de droit d'enquête, nous n'avons pas d'audition parlementaire, nous ne pouvons pas tenir les gens pour outrage au Congrès. Nous avons donc une branche législative très handicapée qui n'a pas la capacité d'équilibrer ce que le chef de la branche exécutive veut faire. Et c'est une situation très réelle de notre incapacité à lutter contre cet agenda séparatiste du DPP. Il peut dire n'importe quoi, le 1er janvier, le 20 mai, qui est sa date d'investiture, et le 10 octobre, qui est notre fête nationale. Les 3 discours envoient des signaux extrêmement forts à la RPC, et la RPC interprétera ces 3 discours et décidera de ce qu'elle fera à Taïwan. Jeff, quand tu entends cela, je veux dire, sais-tu quelque chose sur la manière dont le gouvernement des États-Unis, l'administration Biden ou la future administration Trump sont officiellement ou officieusement en liaison avec le DPP? Je veux dire, il y a un bureau de représentation, n'est-ce pas, de Taïwan à Washington, un bureau d'ambassade de facto. Bien que pas de jure, j'y suis allé une fois, un beau bâtiment parce que c'était l'ambassade de Chine, n'est-ce pas? C'est immense. Mais comment penses-tu que les liaisons se passent en coulisses en ce moment? Eh bien, ils n'ont pas besoin du bâtiment à Washington pour se lier. Ils ont de nombreuses façons de se lier. Et c'est une relation de l'État profond, c'est-à-dire les services de renseignement et de sécurité, le Pentagone, l'armée, les agences de sécurité nationale, le NSC et la Maison-Blanche. C'est stratégique du point de vue des États-Unis. Je ne peux que dire encore une fois aux amis taïwanais, souvenez-vous de l'adage de Henry Kissinger, être un ennemi des États-Unis est dangereux, être un ami est fatal. Et ce que Kissinger voulait dire, c'est que vous vous rapprochez trop des États-Unis et de toutes leurs promesses séduisantes, et vous êtes détruits. Et les États-Unis l'ont fait à plusieurs reprises. Rapprochez-vous de nous, nous vous soutenons. Just cozy up to us, we've got your back, and the country ends up destroyed. Et s'il vous plaît, amis taïwanais, regardez une carte. Regardez l'étendue du Pacifique. Comprenez ce que le gouvernement américain a fait. Ce n'est pas une personne ou une autre. Cela remonte à des décennies, en fait aux années 1950. J'ai mentionné John Foster Dulles. Mais c'est aussi une politique active depuis Obama, Trump, Biden, et elle restera avec Trump aussi. Ce n'est même pas à propos de Taïwan. La politique américaine concerne la Chine. Lorsque la Chine est devenue aussi prospère qu'elle l'est, ce qui à mon avis est un grand hommage au peuple chinois, et un grand bénéfice pour le monde d'ailleurs, car c'est merveilleux lorsqu'une grande civilisation de 1,4 milliard de personnes atteint le succès économique et l'avancement technologique et est capable d'en faire bénéficier et de partager cela avec le reste du monde à travers le commerce international, la finance et l'investissement. C'est une bonne chose, pas une mauvaise chose. Mais du point de vue des États-Unis, où il y a des gagnants et des perdants, plutôt que des personnes qui bénéficient d'un niveau de vie plus élevé, tout est perçu comme nous contre eux. La montée en puissance de la Chine est devenue, je cite, une mauvaise chose. C'est absurde à mon avis, tragiquement absurde. Typique, je suis désolé de le dire,
de la stupidité américaine à cause de la grandiosité des aspirations américaines à diriger le monde. Mais lorsque la Chine est devenue prospère comme elle l'a fait dans les années 2010, en commençant par Obama, je vous le rappelle, la politique américaine a changé. Nous devons arrêter la montée de la Chine. Nous devons maintenant introduire de nouveaux systèmes commerciaux qui excluent la Chine. Obama avait en fait la politique totalement absurde de créer un partenariat transpacifique qui serait une relation commerciale à travers le Pacifique avec l'Asie et les États-Unis, dans laquelle la Chine ne serait pas présente, comme si on l'effaçait de la carte. C'est délirant. Cela ne s'est en fait pas produit. C'est tellement délirant. Mais c'était une politique où des adultes, des personnes chronologiquement adultes, disaient que nous aurions un système commercial en Asie sans la Chine, alors que la Chine est le partenaire commercial numéro 1 de tous les autres pays. Donc c'était le premier point. Deuxième point, nous devons imposer des sanctions. Nous devons mettre en œuvre des contrôles à l'exportation. Nous devons appliquer des contrôles technologiques. Troisième politique, nous devons renforcer la puissance militaire autour de la Chine. Nous devons déployer de nouveaux systèmes de missiles visant la Chine. Nous devons renforcer les armées au Japon, en Corée, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nous avons besoin du Quad. Nous avons besoin de l'AUKUS. Nous devons, en d'autres termes, diriger notre attention militaire vers la Chine. Maintenant, il est important de comprendre dans ce contexte que Taïwan est une pièce de ce puzzle. Taïwan n'est pas un objectif principal des États-Unis. L'objectif des États-Unis est de battre la Chine, d'être numéro 1, de maintenir la Chine à terre. Et Taïwan a son rôle dans tout cela. Diviser la Chine, affaiblir la Chine, entourer la Chine, renforcer l'armée autour de la Chine. Encore une fois, d'un point de vue militaire, contrôler Taïwan pour limiter la liberté de navigation de la Chine, son accès au Pacifique occidental, ou sa liberté de navigation pour ses voies maritimes essentielles en mer de Chine méridionale, et ainsi de suite. Et nous avons des personnes qui rejoignent la nouvelle administration Trump, qui écrivent des articles et des livres affirmant que la Chine essaye de conquérir le monde. Donc, nous devons absolument confronter la Chine. Et Taïwan est un élément crucial pour nous confronter au désir de la Chine de conquérir le monde. Ces choses ressemblent à des bandes dessinées. Oui, c'est comme un scénario hollywoodien. La Chine essaye de conquérir le monde. Au fait, la motivation est que la Chine représente 20% de l'économie mondiale. Maintenant, l'Asie représente 50%. Eh bien, si la Chine représente 20% et que nous la laissons tranquille, elle contrôlera l'ensemble des 50%. Et puis, en contrôlant l'ensemble des 50%, il contrôlera 100%. C'est plus primitif qu'un mauvais devoir de lycée, soit dit en passant. Mais ce sont des hauts fonctionnaires du gouvernement américain qui disent que c'est ce qu'on appelle la planification stratégique, passant d'une proposition absurde à une extrapolation, à une extrapolation, à une extrapolation, jusqu'à ce qu'on ait une guerre. Et ensuite, je demanderai aux gens de regarder une carte et de lire quelque chose sur les jeux de guerre. Comment va se dérouler une guerre? Tout d'abord, est-ce que cela va fonctionner pour Taïwan? Non, pas exactement. Cela va détruire Taïwan. Comment cela va-t-il fonctionner pour les États-Unis à travers des milliers de kilomètres du Pacifique, avec nos systèmes d'armes modernes, nos missiles guidés, nos technologies de missiles antinavals? Comment cela va-t-il fonctionner à 90 milles de la côte de la Chine continentale? Eh bien, cela va pas très bien fonctionner. Mais ce sont les maniaques avec lesquels nous devons traiter, qui sont effectivement au pouvoir et prennent des décisions politiques. Joanna, comment pensez-vous que le système et la société pluraliste de Taïwan peuvent gérer une relation avec la Chine et repousser cette poussée vers les baïonnettes? Voyez-vous de l'espoir dans cela?
Eh bien, je pense que les partis d'opposition doivent s'opposer aux partis au pouvoir actuel pour s'assurer que les souhaits du peuple, qui est le maintien du statu quo, soient respectés. Cependant, je veux juste ajouter quelque chose. Quand Jeffrey a dit que Taïwan peut être ceci et cela, je pense que Taïwan peut être utilisé comme une autre chose, pour diaboliser la Chine continentale. Si la Chine continentale fait quoi que ce soit à Taïwan de manière inamicale, alors regardez, Taïwan est le petit lapin et la Chine est le grand méchant loup. Et le grand méchant loup a besoin de sanctions internationales et doit être condamné par la société occidentale civilisée, et ainsi de suite. C'est une chose. Il y a un nouveau récit. Dans le passé, ils n'arrêtaient pas de dire que nous sommes le partenaire de valeur, le meilleur exemple démocratique en Asie. Mais ils ont probablement réalisé que le DPP n'est ni démocratique ni progressiste. C'est une démocratie illibérale en développement. Ils ajoutent donc un autre récit, selon lequel le détroit de Taïwan est une ligne de vie très importante. S'il devait y avoir un problème, alors la ligne de vie pour l'économie mondiale serait endommagée. Cela donne donc une autre raison pour que les forces internationales s'impliquent à Taïwan. Voilà pour un point. Mais je pense que plus on réfléchit à la stratégie globale des États-Unis de ne pas vouloir un autre hégémon régional, votre Mearsheimer utilise toujours, ils ne veulent pas qu'un autre hégémon régional émerge. Ça s'est vraiment produit lorsque la Chine a commencé à mettre en œuvre l'initiative « Une ceinture, une route » à Pékin. Obama est venu et a essayé d'empêcher tous les autres pays de s'y joindre parce qu'il ne voulait pas avoir d'autres forces. En même temps, la Chine a réalisé qu'elle devait vraiment développer sa technologie, renforcer son renforcement militaire, et ainsi de suite. Avec le déséquilibre entre la puissance militaire, surtout dans le Pacifique occidental, si vous regardez le recentrage vers l'Asie, les États-Unis prévoient de placer 60% de leurs forces maritimes dans le Pacifique occidental. Mais c'est tellement en retard par rapport à ce que la Chine construit en termes de forces maritimes. Par conséquent, ils ont changé sous l'administration Biden vers les deux principales stratégies. L'une est les opérations maritimes distribuées et l'autre est les opérations avancées de base expéditionnaire, ce qui signifie utiliser ces petites îles comme leur base avancée pour diriger des missiles et des flottes majeures. S'ils continuent à pousser cette stratégie DMO et EABO, alors nous sommes en réel danger car nous sommes au milieu de la première chaîne d'îles. Dans les années 1850 à 70, c'est ce que l'Amérique voulait faire, s'emparer de Taïwan pour pouvoir contrôler les 7 provinces du sud-est de la Chine et aussi contrôler l'entrée dans le fossé d'Okinawa, l'entrée du détroit de Taïwan et le détroit de Bashi. Ainsi, tous les principaux points de passage peuvent être sécurisés dans le sens américain s'ils continuent à avoir une présence militaire très forte à Taïwan. Et ils peuvent alors repousser la Chine continentale. Si c'était vraiment la grande stratégie des États-Unis, alors Taïwan est voué à être un point de tension, parce que la Chine continentale ne permettra pas une présence militaire aussi forte des États-Unis sur une île si proche de la Chine continentale, tout comme les États-Unis ne voudraient pas que Cuba soit utilisé par l'Union soviétique pour leur base de missiles. C'est la même analogie. Est-ce que le créateur est interne? Absolument. Et magnifiquement exprimé. Je suis complètement, totalement d'accord. Et comme il serait facile d'éviter le conflit, les États-Unis n'ont pas à mettre leur nez dans la tente de la Chine, dans les affaires de la Chine. L'Union soviétique n'avait pas à installer ses systèmes de missiles à Cuba. Pas une bonne idée. Cela nous a presque conduit à l'anéantissement nucléaire. Je conseille fortement à la Russie et à la Chine de ne pas installer de base militaire sur le Rio Grande au Mexique, même si le gouvernement mexicain le demande. Ne le faites pas. Ce n'est pas une bonne idée. Si les États-Unis ont un tant soit peu de bon sens, un tant soit peu de prudence,
ce qui est malheureusement douteux. Ne vous mêlez pas de cela parce que vous voulez la paix. Ne provoquez pas. Et d'après ce que Johanna a dit sur les États-Unis affirmant à point le voie mortime theretofore, oui, ils sont cruciaux pour la Chine. La Chine ne va pas permettre ces points d'étranglement conçus et déclarés par les États-Unis. Vous les lisez dans les documents américains. Nous avons des points d'étranglement sur la Chine. La Chine ne va pas rester là et se laisser étrangler économiquement ou dans le flux des importations alimentaires ou énergétiques. Mais pourquoi y aurait-il un conflit? Seulement si nous provoquons un conflit. Les voies navigables resteront ouvertes à moins que nous ne les provoquions à être fermées. Et l'idée que nous devons provoquer, parce que sinon, la Chine prendra le contrôle du monde. Tout d'abord, c'est une projection parce que ce sont les États-Unis qui veulent diriger le monde. Désolé de le dire, pas la Chine. La Chine, jamais dans ses 2225 ans d'histoire depuis l'unification, n'a essayé de diriger le monde. 5-year history since unification has ever tried to run the world. But it's the US that makes this. Mais c'est les États-Unis qui font cette projection. C'est une absurdité. Personne ne peut diriger le monde à travers les océans, à travers les vastes espaces. La Chine n'est pas une menace pour les États-Unis. La Chine n'est pas une menace militaire pour les États-Unis, à moins que nous ayons une guerre nucléaire l'un contre l'autre. Sommes-nous fous? Donc si nous avons juste un peu de prudence, nous resterons hors de la voie de l'autre. Et c'est ce que je dis à mon ami. Gardez juste un espace entre les puissances, et alors nous pouvons éviter l'Armageddon nucléaire. Juste un peu d'espace, un peu de prudence. Mais encore une fois, c'est tellement important pour le peuple taïwanais. S'il vous plaît, soyez prudents. N'écoutez pas les États-Unis à ce sujet. Vous plaisantez? Regardez une carte, soyez raisonnable, soyez adulte, faites un consensus à travers le détroit et dites à vos amis américains, s'il vous plaît, soyez prudents, mais nous allons bien. S'il vous plaît, ne nous provoquez pas à nous battre avec notre voisin d'à côté. Permettez-moi de dire que lorsque je suis allée en Allemagne, et que j'ai parlé aux élites économiques là-bas, ils s'attendaient à ce que je dise « Oh, nous sommes tellement terrifiés par ce grand méchant loup à côté. S'il vous plaît, venez nous aider. » Et ils ont été extrêmement surpris par le fait que je leur ai dit que nous étions tout à fait capables de gérer nos propres affaires. Ne soyez juste pas en colère contre nous, nous pouvons, et nous avons 8 ans de négociations directes entre agences gouvernementales et des accords signés. Ils étaient totalement choqués. Ils pensaient que nous étions là pour demander de l'aide, un peu comme Zelensky l'a fait. Aidez-nous à défendre votre démocratie et à défendre la civilisation occidentale. Ils s'attendaient à ce que je dise cela. Mais je pense qu'il est important pour des personnes comme Jeffrey et Pascal que vous ayez une voix. Vous pouvez faire savoir aux gens que nous pouvons et que nous avons été capables de gérer notre situation. Et n'écoutez pas seulement le parti au pouvoir actuel, car il représente moins de 30% de la population. Mais ils ont, en raison de notre système inadéquat, une voix énorme à l'international et les autres cris silencieux ne sont pas entendus. De plus, si Biden a fait quelque chose qu'il jugeait être le meilleur pour le pays, Trump a dit que les États-Unis et la Chine peuvent résoudre beaucoup de problèmes, qu'ils le pensent ou non. Mais c'est vrai. La Chine a développé une grande industrie des véhicules électriques, de très bonnes initiatives zéro carbone. Elle est forte dans l'espace et l'espace lointain. Elle fait de l'informatique quantique, de l'IA. Toutes ces choses peuvent nous aider à résoudre nos problèmes en tant qu'êtres humains et peuvent sauver l'humanité. Pas seulement prévenir un Armageddon nucléaire, comme le disait Jeffrey. Et il est important que les États-Unis tournent leur regard vers la Chine d'une manière différente en tant que partenaire potentiel pour résoudre les problèmes du monde.
La seule fois où j'ai vu cela se produire, c'était dans ces films catastrophes, vous savez, 2012 et tous les autres, quand il y a une invasion ennuyeuse ou des extraterrestres qui descendent sur Terre. Les États-Unis travailleront avec d'autres puissances. Mais nous sommes déjà à ce point critique. Nous avons tellement de problèmes que nous ne pouvons pas résoudre. Les êtres humains et l'humanité sont en danger. Alors pourquoi ne pas laisser les puissances résoudre leurs petites questions de perspective et travailler de concert pour aider le reste d'entre nous? Dernière question, et ensuite je vous laisserai partir tous les deux. 2 minutes chacun. Nous commençons avec Joanna. Voyez-vous un espoir dans le nouveau système que nous observons, la nouvelle multipolarité, peut-être à travers les BRICS, pour réellement changer quelque chose dans la dynamique? S'il vous plaît, Joanna. Je travaillais également dans le développement, comme à l'époque de Jeffrey. Je suis donc très enthousiaste à propos des BRICS et du Sud global, qui ont la capacité de se construire sur la base de l'économie réelle et pas seulement de la finance, pour réaliser leurs propres souhaits et rêves. Je suis donc extrêmement optimiste. Nous savons maintenant que 9 autres pays ont rejoint les BRICS en tant que partenaires. Et il y aura une opportunité, même en termes de devises, de systèmes d'échange, de collaboration, d'infrastructures. Tout cela apportera espoir et rêve aux gens du Sud global. Je suis donc très enthousiaste à ce sujet. Jeffrey, ton avis? Oui, nous avons besoin, nous avons, et nous devrions applaudir un véritable monde multipolaire et multilatéral. Le monde ne veut pas d'un hégémon. Le monde ne veut pas d'un seul leader. Le monde ne considère pas les États-Unis ou quiconque d'autre comme le pays indispensable ou la seule superpuissance. Cela ne peut pas arriver. Ce n'est pas réel. C'est une fiction de bande dessinée pour les États-Unis de penser qu'ils sont cela. C'est aussi un cauchemar de bande dessinée pour les États-Unis de penser que la Chine va diriger le monde. Nous allons avoir un monde multipolaire. La question est, pouvons-nous survivre, vivre et prospérer dans ce monde? Et la réponse est oui, si nous comprenons qu'il faut se respecter mutuellement, éviter de franchir les lignes rouges des autres, comprendre ce qu'est la sécurité commune, plutôt que de revendiquer sa propre sécurité au détriment des autres, cesser de pointer nos systèmes de missiles les uns vers les autres et nous atteler à résoudre les problèmes. Tout cela est possible. Les BRICS peuvent être une partie importante et positive de cette étape, et si nous sommes sensés, c'est la direction que nous prendrons. Joanna Lay, Jeffrey Sachs, merci beaucoup. Ravi d'être avec vous. Merci. Merci.